Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Trading University Center. Nous sommes le lundi 15 novembre 2021. J'espère que vous allez bien, hein. Nous sommes tous de retour après un long week-end pour ceux qui ont fait le pont. Nous avons pas mal d'annonces économiques qui vont avoir lieu cette semaine. Alors c'est parti, on démarre sur l'avertissement légal au risque. Donc je vous laisse prendre connaissance. Donc je vous laisse pour quelques secondes et on va pouvoir démarrer. Alors, avant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, j'ai pour habitude les lundis matins particulièrement de revenir un petit peu sur les faits marquants de la semaine précédente, donc la semaine dernière, avant de pouvoir se projeter sur ce qui va nous attendre cette semaine et de voir bien sûr au niveau des marchés comment cela pourrait évoluer ces prochains jours. Alors, on va d'abord démarrer sur un constat global pour toute la zone euro où les statistiques qui sont tombées la semaine dernière pour la zone euro, plutôt je dirais de bonnes factures. On se souvient notamment sur de l'indice août, le fameux sentiment économique pour l'Allemagne qui est ressorti supérieur aux attentes. On a également le FMI, le Fonds monétaire international, qui a redressé cette semaine ses perspectives de croissance de 2021. Ça, c'est pour la France. Outre-Rhin pour l'Allemagne, ce sont des conseillers économiques du gouvernement qui ont rehaussé les perspectives de croissance pour le pays également, mais surtout prévu une croissance en fait, pas pour cette année, mais plutôt pour l'année prochaine, une croissance plutôt solide qui donne un sentiment pour la zone euro, aussi à des perspectives pour la zone euro de croissance 2022 qui serait relativement solide. Donc, je dirais que c'est plutôt un bon signe pour les marchés. Et puis la semaine dernière, les chiffres de la production industrielle au niveau de la zone euro qui sont également ressortis plutôt supérieurs aux attentes sur l'aspect macro, hein, je dirais au niveau de la zone euro, on a eu plutôt de bonnes choses cette semaine, enfin la semaine dernière plutôt. Les indices européens d'ailleurs, les indices, le marché action, l'indice parisien, le CAC 40, le DAX allemand ont bien tenu, ont même marqué de nouveaux points hauts, donc pas de comment dirais-je, pas de nuages au-dessus de nos têtes pour l'instant, enfin, sur la partie européenne, et je dirais que c'est tant mieux. Quelques bons signaux également sur le front des matières premières. On a effectivement une belle impulsion haussière la semaine dernière. Alors c'est pas phénoménal, mais effectivement on a eu une belle jambe de hausse qui s'est poursuivie d'abord au niveau mondial. Si on prend d'abord les coûts du charbon par exemple pour la Chine, qui s'est toujours replié, donc la pression sur les coûts de l'énergie en Chine diminue, ce qui peut donc pas mal pour je dirais pour des questions inflationnistes et surtout pour le fonctionnement des entreprises qui sont moins soumises à des coupures de courant. Un autre sujet qui est quand même important et qu'on va aborder juste après au niveau technique, pour la partie mondiale, on a un gaz qui s'est un peu replié aux États-Unis, un prix du gaz donc sur le marché qui s'est replié aux États-Unis, mais un petit peu en Europe également, même s'il y a toujours un nombre euh, de la Russie qui plane derrière avec un positionnement qui n'est pas très clair, où en plus viennent se mêler des éléments géopolitiques. On voit que la pression là, afin de croître avec la Russie apparemment, les renseignements américains auraient indiqué à l'Europe que la Russie pourrait préparer cette opération militaire en Ukraine. Donc ça, bien sûr, le gaz a quand même réussi à baisser même dans ce contexte-là, mais on sent bien que la situation reste quand même relativement fragile sur la dévotion des prix. Il suffirait qu'il y ait une tension géopolitique forte mais inattendue pour que le risque, ou je dirais le prix du gaz, repart un petit peu à la hausse. D'ailleurs, il y a des niveaux techniques assez intéressants qu'on abordera juste après au niveau du programme du jour. Donc, pour résumer la semaine dernière, en tout cas, les matières premières globalement, si on prend l'indice mondial des matières premières, il s'est replié à peu près de 5% par rapport à des points hauts d'il y a quelques jours. Donc, on a quand même un repli. Pas que cette semaine, enfin pas que la semaine dernière, mais c'est le repli des matières premières de 5% depuis le plus haut, enfin le point le plus haut touché cette année. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ce qui pourrait commencer à laisser penser d'ailleurs que nous allons commencer au pic de tout ce qui est pression sur les prix. En fait, les indices, les prix à la consommation, les prix à la production. Pourquoi? Parce que on voit que également au niveau mondial, le prix du transport maritime continue à diminuer. Et donc, on a comme ça des facteurs qui ont beaucoup progressé les mois précédents et qui, depuis quelques temps, depuis quelques semaines maintenant, semblent commencer un petit peu à se tasser.
ce qui pourrait donc, dans le sens effectivement d'un schéma où les prix à la production et même les prix à la consommation, donc tout ce qui est inflation notamment, bien comment cela pourrait être plafonné un petit peu. On voit parce que le monde aujourd'hui, vu la semaine dernière, c'était surtout le chiffre de la semaine qui est apparu mercredi, c'était le chiffre de l'inflation pardon, aux États-Unis, qui est ressorti à 6,2% en progression annuelle, qui est d'ailleurs le chiffre le plus élevé depuis 3 décennies, depuis 30 ans. Euh, c'est tout simplement gigantesque, gigantesque, pardon, avec une progression, je dirais, de la partie corps également, la partie hors alimentation et hors énergie. Effectivement, ça fait bien sûr réagir aux États-Unis, bien sûr la Maison Blanche d'ailleurs, qui indique qu'on est sur des niveaux d'inflation en route qui ne sont pas acceptables d'après eux, qu'on ne veut pas garder ça longtemps, et on sent bien que toute la difficulté au niveau des États-Unis, c'est que vous avez d'un côté la Banque centrale américaine qui continue de faire le pari de façon transitoire, alors que, bien sûr, qu'elle soit transitoire, cette inflation, elle ne peut pas rester comme ça indéfiniment pendant plusieurs années sous de tels niveaux, mais tout le monde remarque également que cette transition est plus longue que prévu. Donc, il y a certains membres, je dirais, de la Fed qui reconnaissent à demi-mot qu'en inflation qui est plus forte et plus durable qu'anticipé, mais conserve toujours le terme transitoire qui est de dire oui, mais dans tous les cas, ça ne va pas s'installer sur du long terme. Voilà, c'est un peu se couvrir, ce terme transitoire, c'est qu'on ne va pas s'installer dans quelque chose de très haut à très long terme. Pour autant, ça ne veut pas dire que la Fed ne peut pas ou ne va pas réagir, même si elle considère toujours transitoire. On a vu que notamment le marché obligataire qui a réagi cette semaine, le taux américain, le taux américain à 10 ans, lorsque le chiffre d'inflation a été communiqué mercredi, le taux de 10 ans américain a pris quasiment 14 points de base en l'espace de quelques heures, donc ce qui est pas mal. Et puis on a vu aussi du coup en face les marchés actions qui ont moyennement aimé, je dirais, les gros indices américains qui sont partis à la baisse la semaine dernière avec une volatilité qui a progressé. D'ailleurs, l'indice qu'on appelle l'indice de la peur, l'indice de volatilité qui mesure aujourd'hui l'indice de la peur qui est le VIX, qui est qui est corrélé négativement au S&P 500, mesure la nervosité donc de ce principal indice. Eh bien, le VIX est venu chercher la zone des 20. Bon, c'est pas une zone dramatique les 20, mais c'est pas une zone qui traduit non plus un calme des marchés actions. C'est une zone qui montre un petit peu de stress. Et on voit qu'il y a effectivement des positions qui ont été allégées la semaine dernière sur des gros indices américains parce que le marché se dit ces crochets d'inflation vont faire que la politique monétaire très accommodante de la Fed va ralentir, et peut-être qu'elle va ralentir plus vite que prévu. Quelques achats d'actifs qui ont été rapidement diminués pour relever ces taux, non pas en fin d'année prochaine, peut-être plutôt en milieu d'année 2022. Et ça, effectivement, c'est un scénario qui est plus agressif de normalisation monétaire et qui n'est pas forcément celui, encore une fois, qui était dans les cartons de la Fed, en tout cas assez présent. Donc voilà un peu le goût qu'on a dans la bouche en cette fin de semaine dernière, cette question de l'inflation, des taux, du côté des éléments qu'on a décrits, des éléments plutôt positifs macro, notamment pour l'Europe. En Chine, maintenant, on va faire un petit tour du côté de la Chine. Il y a du bon et du moins bon sur la Chine. Alors, je vais commencer par le bon, en tout cas sur ce que je disais, notamment le prix, la baisse du prix d'énergie. Ça, c'est bien pour les entreprises. On a aussi des chiffres cette semaine qui ont progressé, qui ont montré, je dirais, une progression de la masse monétaire M2, une progression d'une année à l'autre en octobre 2021 par rapport au mois d'octobre 2020, et une progression plus importante que les mois précédents. Donc, ça laisse penser qu'au niveau du crédit, par exemple, court terme, bien sûr le crédit de court terme, ça s'est un petit peu développé. Donc ça, c'est le genre de choses où les marchés aiment bien en général. Ça montre que la Banque centrale soutient la situation, une situation qui était tendue, comme vous le savez en Chine, par rapport à des cas sanitaires au Covid, une résurgence, je dirais, d'une Covid qui
entraîne des confinements dans certaines villes, à quelques mois des Jeux, la Chine ne va pas effectivement ne veut pas d'épidémie pendant cette période-là, donc c'est une politique de tolérance zéro pardon. Mais le fait de voir aujourd'hui qu'effectivement la banque centrale chinoise potentiellement a la possibilité de soutenir par des injections de liquidités qui soutient donc le crédit, notamment à court terme, eh bien ça c'est plutôt un élément positif. On a également vu, notamment vendredi dernier, l'application VTC qui s'appelle Didi en Chine, la plus grosse application VTC qui indique que potentiellement elle pourrait remettre une application en place. Souvenez-vous, il y a quelques mois de ça, c'était au mois de juillet d'ailleurs. L'application a été suspendue par les autorités chinoises dans ce fameux coup de torchon réglementaire très important qu'on a vu se faire sur des secteurs comme l'enseignement en ligne, comme les valeurs technologiques ou autres. Il semble que certaines valeurs, notamment Didi par exemple, l'entreprise indique que pouvoir remettre en route certaines choses, donc comme si ça se détendait un petit peu en Chine, comme si la Chine, je dirais, effectivement, ne voulait pas être trop loin non plus dans cette mesure et avait besoin peut-être de plus de visibilité. Donc, ça s'améliore pour les investisseurs, ça s'améliore également pour le marché action. Donc, pas mal de choses plutôt positives. Donc, ça, ce sont les signes positifs, j'ai envie de dire, pour la Chine. Ce qui reste quand même toujours très dangereux au niveau de la Chine, c'est, je dirais, le principal point noir. En ce moment, c'est la question du secteur immobilier. On a aujourd'hui des des obligations du secteur privé à haut rendement, dans ce qu'on appelle le high yield, qui continue de plonger, c'est-à-dire le rendement progresse très fort, ce qui fait chuter donc la valeur des obligations, parce qu'il y a une vraie défiance sur les entreprises en Chine. En fait, tout simplement, c'est ce que montre cette valeur obligataire qui diminue fortement. Dites-vous qu'on est tombé sous le point bas le plus touché depuis la crise du Covid pour la valeur globale des obligations à haut rendement en Chine, ce qui montre vraiment une défiance forte de la part des investisseurs, et ça veut dire que ça peut être lié à un risque de faillite. Mais pour autant, la bonne nouvelle qu'on peut effectivement citer, c'est quand même, on en a parlé il y a quelques temps de cela, c'est Evergrande, le gros promoteur immobilier qui a une nouvelle fois au dernier moment payer ce qu'il devait aux investisseurs. Donc il y a toujours bien sûr pas de défaut pour ce grand promoteur immobilier, et on voit que les marchés actions chinois tentent de rebondir un petit peu par rapport à ça. Les actions d'ailleurs du secteur immobilier ont un petit peu rebondi ces derniers temps. Les technologies aussi ont un peu rebondi. On a l'impression qu'on est peut-être en train de toucher des points bas sur la côte chinoise, où des actions rappellent avec beaucoup plus fortement baissé. Ils n'avaient, je dirais, rien à voir avec tout ce qu'on avait avec les marchés européens ou américains qui battaient des records là, à ce moment-là, des actions chinoises. Maintenant, elles repartent plus à la baisse. Donc, il y a vraiment je dirais, une grosse désynchronisation de trajectoire entre les actions chinoises qui ont enfin touché un point bas. Ils vont effectivement commencer, je dirais, à se stabiliser. Il y a quelques signaux positifs, je l'ai évoqué juste avant. Il faudrait que ce soit beaucoup plus fort, qu'on ait vraiment des signes de meilleure qualité sur la partie immobilière, ce qui reste pour l'instant le point noir pour le moment. La semaine dernière également, l'un des événements, ça a été bien sûr le gros mouvement sur l'action américaine Tesla. Donc, vous avez vu que Tesla, bien sûr, le fondateur Elon Musk, a annoncé vendre une partie de ses actions. Cette pression, notamment de la semaine dernière, s'ajoute donc à la pression liée aux taux, en fait, des taux qui rebondissent. On sait que quand on a des taux qui bondissent de manière assez fortement, ça peut être un problème pour le secteur technologique, qui sont des valeurs de croissance principalement, qui aiment bien généralement évoluer dans un environnement de taux bas. Pas seulement les techs peuvent aussi monter quand les taux sont élevés, mais quand les taux baissent, ça ajoute un attrait supplémentaire. Il n'y a pas de rendement sur l'obligataire souverain, donc on va chercher vraiment les valeurs à plus fort potentiel, donc on cherche les valeurs de croissance. Donc quand ces taux se redressent, comme c'est le cas notamment la semaine dernière, eh bien on a vu que là aussi,
qu'entre les opérations d'Elon Musk sur Tesla qui donnent désormais une très grosse valeur de la cote américaine et puis cette remontée des taux, bien, on a vu un petit peu plus de nervosité, notamment sur les valeurs technologiques, sur les questions d'actifs, sur les fronts de métaux, bah, ça rebondit à des forts chiffres d'inflation aux États-Unis qui ont fait rebondir l'or, hein, le métal jaune, sur l'un des plus hauts depuis plusieurs semaines, voire même depuis plusieurs mois, hein, que l'or n'avait pas rebondi de cette façon. Ça fait rebondir également, bah, bien sûr, l'argent métal, le petit frère de l'or. Donc on sent que la thématique métaux semi-précieux ou précieux a été rejouée par les marchés. Donc voilà, à peu près par les différentes classes d'actifs, les taux, les actions et même les matières premières. Alors, euh, qu'est-ce qu'attendre rapidement cette semaine? En quelques minutes, on va passer bien sûr par le calendrier économique, mais je vais déjà faire un résumé sur ce qui va se passer notamment cette semaine. Donc bien sûr lundi, on aura une petite série de chiffres, notamment sur la Chine. Les résultats sont sortis, les ventes au détail, la production industrielle et investissement. Donc c'est toujours un triptyque comme ça, oui, très surveillé, hein. Il faut savoir que ce sont des informations très surveillées par les investisseurs et les analystes qui tombent une fois par mois et qu'on doit surveiller, qui va tout simplement nous montrer où en est la Chine. Ça fait un par rapport à toutes ces difficultés qu'elle a traversées récemment. Ça va beaucoup mieux sur le front de la demande, notamment domestique, sur le front de la production industrielle, qui a subi notamment de fortes pressions liées notamment aux matières premières, le coût de l'énergie, etc. Et, euh, et que ça va mieux de ce côté-là. Et puis de l'investissement ou pas, hein, si ça investit, c'est qu'il y a effectivement de la visibilité, donc ça va mieux, une bonne série de chiffres à surveiller, notamment ce lundi, donc les résultats qui sont sortis à moins 0,2% au niveau du PIB trimestriel au Japon et la production industrielle, donc comme je l'avais évoqué, ça va beaucoup mieux en Chine, donc les résultats sont sortis plutôt positifs cette nuit à 3 heures du matin. Demain, on verra, j'en reviendrai là-dessus bien sûr lors de l'agenda boursier, on verra bien sûr tout ce qui est vente au détail aux États-Unis, alors ça, c'est très important pour la thème notamment de consommation. La consommation, juste pour votre information, c'est 2 tiers du PIB américain, quasiment, hein, donc c'est un chiffre à surveiller. On aura aussi la production industrielle également aux États-Unis, bien sûr. On verra aussi par rapport à toutes ces questions logistiques, hein, on en a parlé, les goulets d'étranglement, les problèmes d'approvisionnement de coûts des matières premières ou autres. Eh bien, on va voir comment se comporte la production industrielle américaine dans ce contexte-là. C'est un bon repère, hein, aussi macro. Et puis toute la semaine, que ce sera ensuite mardi, mercredi, jeudi et vendredi, ben, on aura de nombreux discours des membres de la Fed. Pourquoi? Parce que c'est important parce que bah, après le chiffre d'inflation qui est sorti cette semaine à plus de 6,2%, je vous rappelle, eh bien on va voir comment vont évoluer les différents discours, enfin le discours des membres de la Fed. Est-ce que le discours a un petit peu évolué vers des choses un peu moins accommodantes ou est-ce que le discours restera de marbre, à savoir c'est transitoire, on ne va rien changer pour l'instant, trop de choses à court terme, donc oui le tapering qui est programmé, qui a démarré, non les hausses des taux, enfin pas tout de suite. Voilà, c'est ce qu'on essaiera de voir cette semaine. Est-ce que le discours des membres de la Fed va se durcir un petit peu ou va-t-il rester constante comme il l'a été ces dernières semaines? Nous aurons ensuite mercredi le chiffre d'inflation au Royaume-Uni, très important, bien sûr, le Royaume-Uni avec une inflation bien supérieure à la zone euro, liée notamment à des problèmes de pénurie, bon, des problèmes de manque de composants, mais qui a été accentué par un manque de main-d'œuvre également. Et ça, effectivement, ça avait généré des déclarations plus agressives, notamment de la Banque d'Angleterre, notamment la BOE, qui finalement n'avait pas relevé ses taux lors de la dernière réunion de la BOE. Donc l'inflation au Royaume-Uni, ça sera effectivement un nouveau repère important par rapport aux petits monétaires, notamment au Royaume-Uni. Jeudi, on surveillera bien sûr les chiffres du chômage, hein, les inscriptions hebdomadaires du chômage aux États-Unis. Alors ça, bien sûr, c'est une information hebdomadaire, donc c'est toujours un repère. On sait que la Fed regarde toujours les questions de l'emploi, mais la Fed a décidé de commencer son tapering, donc un ralentissement, hein, bien sûr, d'achat d'actifs à partir de ce mois-ci. Donc je pense que ces chiffres restent importants, mais seront peut-être un peu moins regardés. Voilà, un peu moins regardés. C'est un bon indicateur des vigueurs économiques, mais il me semble que là, les critères plus importants que nous avons à court terme, c'est bien sûr les questions des prix, les prix de l'énergie, en tout cas par rapport à la Fed, par rapport à ses décisions de politique monétaire,
à ces décisions à venir, bien sûr. Donc le chômage, on regarde toujours les inscriptions au chômage, mais il me semble que c'est plutôt du côté des indices de prix qu'il faudra continuer un petit peu à regarder, à mettre l'accent. Le prix des matières premières ou autres, ou même pour essayer de deviner un petit peu ce qui va se dire avec la Fed. Et puis en fin de semaine, vendredi, nous aurons bien sûr le discours, un discours des membres de la Fed, notamment de la présidente Christine Lagarde, celui de Jens Weinmann également qui annonce, je rappelle quelques jours qu'il serait euh, plus président de la Bundesbank. Donc, il y a quelques temps, donc ils ont annoncé qu'il allait partir de la Bundesbank. Ça, c'est quand même un facteur important. C'est peut-être un catalyseur. C'est assez important puisqu'il n'y a pas la même contexte politique et monétaire que Christine Lagarde garde avec la BCE. Donc, il y a effectivement tout un changement qui peut être mis en place. Encore une fois, c'est intéressant d'écouter ces discours par rapport au niveau d'inflation en zone euro, bien sûr. L'inflation est moins forte qu'aux États-Unis. Pour autant, elle n'est quand même pas mineure. Elle évolue déjà depuis plusieurs semaines. Ce sont les objectifs de la Banque centrale européenne, qui tolère, elle avait dit en amont qu'elle tolérait de dépasser le niveau d'inflation pendant quelques temps désormais. Combien de voir effectivement la BCE aussi considère qu'une grosse partie de l'inflation est tellement transitoire, ou est-ce que le discours va peut-être un petit peu évoluer? On verra comment ça va évoluer cette semaine, notamment après les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Alors, on va rentrer un petit peu sur le programme du jour. Alors aujourd'hui, on va aborder Johnson et Johnson, le gaz naturel que je vous avais évoqué juste avant, l'Eurostock 50 et la livre sterling face au dollar américain. Alors, on va démarrer par Johnson et Johnson en graphique mensuel. Hop. Impeccable. Alors, avant d'aborder l'aspect technique du graphique sur Johnson Johnson, alors juste un rappel, Johnson Johnson a annoncé vendredi son intention de se scinder en deux sociétés indépendantes, en séparant notamment sa division de santé grand public de la division pharmaceutique. Il faut savoir qu'elle va séparer donc sa branche de santé grand public qui fabrique notamment tout ce qui est pansement, band-aid en une société cotée et prévoit bien sûr de boucler l'opération d'ici 18 à 24 mois. En tout cas, c'est ce qui a été communiqué la semaine dernière. Elle conservera bien sûr tout ce qui est activité pharmaceutique et de tout ce qui est dispositifs médicaux qui devraient générer un chiffre d'affaires d'environ 77 milliards de dollars, notamment cette année. Dans les échanges, notamment vendredi en fin de clôture, Johnson Johnson a fait plus de 1,20%. Voilà, cette annonce a lieu quelques jours seulement après celle qui a été notamment évoquée par le groupe industriel General Electric, qui compte également se diviser en 3 sociétés cotées. Donc là, effectivement, cette société a décidé de le faire, ce qui a poussé un petit peu l'action à prendre de la valeur. Alors, il a terminé notamment à 1,20% en clôture de la séance américaine vendredi dernier. Au niveau du graphique mensuel, on voit effectivement différentes vagues dans un canal haussier. Première vague, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague. Là, d'après ce qu'on est en train d'interpréter, on assiste tout simplement sur un rebond technique de son support oblique, ce qui pourrait lancer effectivement l'action de Johnson Johnson à la hausse. On voit d'ailleurs son point d'appui sur ce niveau de support. Ici, effectivement, après cette résistance qui a tenu de longs mois, puisqu'on est sur un graphique mensuel, la cassure a eu lieu le mois de décembre 2020, ça fait un an que la cassure a lieu, et maintenant cette ancienne résistance fait office de support et fait office de pullback. Donc on peut avoir une accélération haussière sur l'action Johnson Johnson. Ça sera les prochains objectifs. On va raccourcir les unités de temps et on va aller un petit peu voir ce que nous donne le graphique en mensuel. Alors en graphique mensuel, nous avons effectivement toujours donc cet ancien support qui est représenté par ce rectangle. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors notamment, on va tracer les Fibonacci pour voir un petit peu les zones clés à laquelle on est quasiment, voilà, on est au-dessus des 23,60%. Le prochain objectif serait aux alentours sur du court terme, c'est les 168, voire les 169. Ça, c'est du court terme.
Deuxième objectif, c'est les 179, 180. Ça serait le niveau de record absolu qui a été touché le 16 août 2021. On va regarder en journalier, qu'est-ce que nous donne la configuration. Donc là, effectivement, on est sur des zones. Alors là, on a ici une oblique qui a été cassée le 10 septembre 2021. Les niveaux de support qui tiennent bien ici. Donc on a effectivement des niveaux de support intéressants qui fait office de rebond. On a une très belle impulsion haussière soutenue par cet oblique et ce support oblique. L'objectif, donc sur du court terme, comme je l'avais évoqué, donc sur du court terme, c'est 168. Si on casse ce nuage baissier, le marché pourrait aller chercher une prochaine résistance graphique qui serait aux alentours des 172 dans un premier temps. Si on franchit les 172, on pourrait aller chercher même plus haut aux alentours des 179, 180, qui est le niveau de record historique. On va aborder le gaz naturel. Alors le gaz naturel, je vous en ai parlé juste avant. Il y a effectivement, c'est un sujet qui est quand même assez intéressant parce que la partie du gaz est beaucoup mise en avant par rapport aux tensions géopolitiques. On va regarder un petit peu en mensuel d'abord ce qu'il en est au niveau technique. Alors je réitère un petit peu ce qui a été dit. Le gaz s'est replié notamment la semaine dernière aux États-Unis, notamment en Europe aussi, notamment avec ce problème de la Russie, problème d'attaque au niveau de l'attaque militaire en Ukraine, pression géopolitique. Donc bien sûr, il y a bien sûr des pressions. Quand il y a des pressions comme ça, le gaz a tendance à pouvoir rebondir. Alors effectivement, on a assisté hier à ce qu'on appelle, pardon, pas hier, mais la semaine dernière, à un pullback sur une ancienne résistance qui a été franchie le mois de septembre 2021. Tout nous porte à dire que ce niveau de support, donc cette zone rectangulaire que vous avez ici, hein, la zone rectangulaire, elle est ici, donc je vous la montre, dorénavant fait office de support. Donc en graphique mensuel, on a effectivement un point d'appui qui est extrêmement intéressant. D'ailleurs, le marché est en train d'aller chercher son ancien plus haut de novembre 2018 qui avait touché les 4,949 à cette période. Là, le marché est en train d'aller les tester. Donc c'est intéressant comment vont réagir les courbes et le graphique, notamment sur cette ancienne résistance, donc dorénavant support. L'aspect technique peut nous dire effectivement qu'on peut assister donc ici à un pullback, puis rebond pour accélérer d'ailleurs. Les tensions actuellement avec la partie économique puis géopolitique pourraient effectivement confirmer cette accélération sur le gaz naturel. On va regarder sur de l'hebdomadaire qu'est-ce que nous donne le graphique. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, comme je l'avais évoqué sur l'unité de temps supérieure, on est sur des niveaux très importants qui peuvent faire rebondir le marché du gaz. Donc là, ça pourrait être intéressant de pouvoir même prendre des positions longues, notamment sur le gaz naturel, pour pouvoir aller chercher des niveaux plus intéressants. En tout cas, ce qui est intéressant au niveau graphique et indicateur, la Tenkan-sen est plutôt plate. Elle est, pour tout vous dire, en hebdomadaire, elle est aux alentours des 4,713. Donc ça pourrait être intéressant de savoir comment le marché va réagir à ce niveau-là aussi. Ça pourrait être un point d'appui, les 4,70, 4,80, où le marché pourrait effectivement rebondir et mettre éventuellement un stop en dessous de cette zone pour gérer correctement son money management. En tout cas, les niveaux sont intéressants pour pouvoir acheter, voire renforcer des opérations sur le gaz naturel et assister à un éventuel rebond. En tout cas, en hebdomadaire, l'objectif c'est sur du court terme, on va regarder un petit peu ce que nous donne le graphique en journalier. Alors, le graphique en journalier, il n'y a pas vraiment de choses à dire, excepté la semaine dernière qu'on a assisté à une très très forte correction. On peut supposer qu'on assiste là à un double top, hein, donc une forme de M que nous avions en graphique, donc en graphique journalier.
Alors, juste un petit rappel de ce qu'est un double top. Un double top, c'est un M. Généralement, le marché, quand il forme un M, a tendance à décélérer pour aller chercher des niveaux de support. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Là, on est sur des niveaux de support intéressants. Donc, on peut effectivement prendre des positions longues euh, sur le gaz naturel en allant chercher des objectifs assez courts. Si on peut chercher le court terme, c'est les 5 points. Déjà, dans un premier temps, c'est le plat du nuage aux alentours des 5,12. Puis, s'il rentre dans le nuage, à ce moment-là, aller chercher les 5,35. Voilà pour le gaz naturel. On va aborder dorénavant l'Eurostock 50. L'Eurostock 50, donc l'indice le plus prisé des investisseurs. On va regarder ça ensemble. Hop, d'accord, en mensuel. Alors en mensuel, ce qui est intéressant, c'est un peu la même configuration que nous avons notamment sur l'indice parisien, le CAC 40, où là, effectivement, le mois dernier, ici, nous avons eu ce qu'on appelle un avalement haussier. Donc, je rappelle un petit peu sur ce qui a été dit la semaine dernière concernant les avalements haussiers. Généralement, le marché, quand vous avez une bougie qui est plus importante et qui avale, entre guillemets, la bougie précédente, là, je suis en mensuel, généralement, c'est annonciateur d'une accélération haussière. Donc, tout nous porte à dire pour l'instant, ça va dans le sens en ce moment des indices, que ce soit européens comme américains, dans cette inertie haussière, que le marché effectivement est bien haussier, que les 127%, notamment des retracements de Fibonacci aux alentours des 4312, est en train d'être franchi. Alors bien évidemment, attention, je mets un petit bémol quand même, la bougie n'est pas terminée, nous sommes en mensuel, le mois n'est pas encore terminé, il y a encore près de 2 semaines avant que la clôture ne se réalise. Donc il faudrait effectivement patienter si on a clôture ou pas de ces 127%. Pour l'instant, tout nous porte à dire que c'est le cas. Mais effectivement, le corps peut redescendre aux alentours des 4312, on est à 4371 au moment où on se parle, et afficher une mèche ici et nous donner par exemple une étoile filante ou un marteau et pourrait effectivement retracer à partir du mois prochain. Donc c'est intéressant l'accélération que nous donne actuellement l'Eurostock 50. Pour le moment, tout nous porte à dire que le marché pourrait effectivement aller chercher ces 141%, soit les 4541 sur du moyen long terme. Mais attention, voilà, encore une fois, faudrait peut-être patienter pour voir si ici, on n'aura pas à la fin une mèche et un corps qui se termine comme ça, et donc sous les 127%, et donc annoncer éventuellement à ce moment-là un retracement baissier. Ça, c'est du mensuel. On va regarder en hebdomadaire ce que nous donne le graphique. Alors, sur de l'hebdomadaire, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici ce qu'on appelle une divergence baissière. Une divergence baissière, c'est quand vous avez l'indicateur RSI qui chute et vous avez un prix qui monte de l'autre côté. Généralement, quand vous avez une divergence entre l'indicateur et le prix, souvent il faut suivre l'indicateur. Alors, bien évidemment, l'indicateur n'a pas encore été confirmé. Il faudrait qu'on ait une première bougie rouge pour que la divergence baissière soit confirmée. En tout cas, tout nous porte à dire qu'on peut avoir un petit essoufflement sur l'ensemble des indices, notamment l'Eurostock 50, et donc avoir une petite correction, un petit essoufflement. En tout cas, ce qui peut être intéressant ici, c'est si je zoome un petit peu, notamment au niveau des chandeliers, vous avez ici ce qu'on appelle un petit marteau. Vous voyez, une sorte de marteau. Généralement, c'est une figure d'indécision. Alors, c'était la semaine dernière, ce marteau. Donc, ça pourrait effectivement donner peut-être un sentiment d'essoufflement et peut-être une correction dans la semaine, voire dans les semaines à venir pour aller chercher les 4302 sur du court terme et pouvoir, à ce moment-là, nous afficher un petit pullback ici et repartir à la hausse. Donc, n'hésitez pas effectivement à faire aussi du VAD sur l'Eurostock 50 pour profiter également de l'essoufflement sur cet actif. Enfin, on va aborder la livre sterling face au dollar américain. Alors, j'en ai parlé juste avant, bien sûr, de la pression au niveau de la BOE, de la Banque d'Angleterre. Il va y avoir quelques chiffres cette semaine qui seront publiés. Donc, tout d'abord, ce qui est intéressant avec la livre sterling, c'est qu'on est sur des niveaux clés, j'en ai parlé la dernière fois, on est sur des niveaux clés extrêmement intéressants sur la livre sterling, notamment en mensuel. On est sur des niveaux qui ont été repérés en décembre 2019. Ça, je suis en graphique mensuel. En mars 2019,
où là, effectivement, c'était une forte résistance. On était en septembre 2020. Il y a eu cassure de cette résistance en décembre 2020, il y a presque un an. Et là, le marché est en train de tester cette ancienne résistance qui est dorénavant devenue support. Attention, attention, on est actuellement sur la moyenne mobile 20 périodes, donc la moyenne mobile 20 périodes donc mensuelle, ce qui peut être un point d'appui extrêmement important, ce qui pourrait effectivement relancer en tout cas la livre sterling face au dollar américain à la hausse. Donc on peut effectivement supposer qu'on est sur un niveau de support. Si effectivement vous voulez positionner dans ce sens-là, à ce moment-là, mettre éventuellement pour gérer votre money management un stop en dessous de ce support-là et gérer correctement votre ratio, notamment au niveau du rendement risque. Je vais regarder un petit peu avec vous le graphique hebdomadaire. Alors, le graphique hebdomadaire, j'en avais parlé la dernière fois, on est sur ce qu'on appelle un canal baissier, toujours sur des niveaux extrêmement importants. Donc là, c'était l'ancienne résistance qui est dorénavant devenue support. Est-ce que ce support va tenir et faire rebondir le prix ou est-ce qu'il va le casser? Donc à ce moment-là, s'il le casse, il pourrait sortir de ce canal, faire un pullback ici et redescendre plus bas. Donc deux scénarios sont possibles. Soit effectivement, par exemple, on va assister d'ailleurs, là c'est en train de sortir de la bande de Bollinger inférieure, le marché est en train de sortir cette semaine de cette bande de Bollinger. On peut avoir effectivement un rebond pour aller chercher notamment cette moyenne mobile, voire même aller plus haut, aller chercher cette bande de Bollinger supérieure. En tout cas, tout nous porte à dire que après ces trois bougies successives, puisque vous savez que lorsque vous avez généralement deux bougies, il y a une troisième qui arrive. Là, c'est la première, là, c'est la deuxième, là, c'est la troisième. Est-ce qu'on va assister là à un petit essoufflement? Est-ce qu'on peut avoir un petit rebond sur la livre sterling? En tout cas, ça peut être très intéressant de prendre des positions longues, donc des positions d'achat sur cet actif. En journalier, on est effectivement ici avec un petit avalement haussier ici. On a alors, est-ce que le marché va repartir au-dessus de cette zone de support qui a été déterminée donc en septembre 2021? Là, effectivement, ça a été cassé, notamment le 10 novembre 2021. Là, le marché est en train de sortir par le haut. On va voir comment on va réagir à la fin de la journée. Mais si effectivement ça repart à la hausse, on peut assister donc demain ou après-demain à une continuation, donc une continuité haussière avec un objectif qui serait aux alentours des 1.3530. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce webinaire vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour un nouveau point de marché.